Avec sa riche histoire qui remonte à l'Antiquité, son statut de place forte incontournable au Moyen-Âge et sa réputation mondiale liée au Festival international de la bande dessinée, Angoulême est une cité que l'on peut aborder de multiples façons. C'est pourquoi j'ai demandé à Laetitia, directrice du service Pays d'Art et d'Histoire, de me servir de guide pour me montrer sa vision de la ville. Il y a un balancier tout le temps entre l'ancien, le récent, et puis le développement. Voilà, le côté très contemporain et artistique. On est dans une ville de l'art quand même. J'en profiterai pour vous faire découvrir le château de la Rochefoucauld, une magnifique bâtisse qui appartient à la même famille depuis plus de 1000 ans. Ça va être un certain Foucauld qui va s'installer sur cette roche. Pendant une partie du Moyen-Âge, on va les appeler les seigneurs de la Roche. Au XIIIe siècle, les noms patronymiques se fixent. Tout simplement, la Rochefoucauld va devenir la Rochefoucauld. Le temps d'un détour à Angoulême, j'aimerais bien comprendre comment cette ville a toujours su se réinventer. Comme souvent, l'histoire d'un lieu s'explique en grande partie par la géographie. Établie sur un éperon rocheux qui lui a servi dès ses origines de protection naturelle, la ville d'Angoulême doit sa réussite à sa place stratégique le long du fleuve Charente, entre la France du Nord et celle du Sud. Laetitia Copin-Merlet-Fine, connaisseuse du patrimoine angoumoisin, m'attend dans un endroit insolite, au sommet de l'hôtel de ville. Bonjour Laetitia. Bonjour Eric. Tu m'as donné rendez-vous ici, sur ce point haut, dans ce bâtiment qui abrite l'hôtel de ville. Je dois t'avouer que j'ai un petit peu de mal à le lire en termes d'architecture et d'histoire. C'est un peu normal. Il y a plusieurs bâtiments qui sont mélangés ici. On est dans un point stratégique de la ville. On est au croisement de plusieurs remparts à l'emplacement de l'ancien château des comtes d'Angoulême. Donc ce château, il en reste deux vestiges. La tour, sur laquelle nous sommes, la tour du XVe siècle, et un autre donjon du XIIIe. Et puis tout le reste a été gommé, effacé au XIXe siècle pour accueillir en fait l'hôtel de ville d'Angoulême. Tu me parles de château comtal, ça signifie qu'il a vraiment une importance historique, aussi bien pour l'histoire d'Angoulême que pour l'histoire de France. Complètement, c'est un château qui a été initié par une première dynastie comtale qui est la dynastie des Taillefer-Lusignan. Et ensuite, c'est la dynastie qui marque la ville, c'est la dynastie des Valois qui va initier la construction de cette tour au XVe siècle. Et c'est la tour natale de Marguerite d'Angoulême, qui est la sœur de François Ier, qui est née dans cette tour en 1492. Alors j'aimerais bien comprendre comment, justement, ce bâtiment du XVe et XVIe siècle va devenir ce qu'il est aujourd'hui. À un moment donné, il est important de pouvoir doter la ville d'Angoulême d'un hôtel de ville digne de ce nom. Jusque-là, on a des petites mairies qui sont disséminées dans des bâtiments beaucoup plus modestes. Et on décide de s'implanter ici sur l'ancien château, à une condition qu'on conserve les éléments qui avaient un intérêt historique et architectural. Donc deux des tours et un logis du XVe siècle qui faisait la jonction entre les deux. Sauf que l'architecte qui va construire ce bâtiment, qui n'est autre que Paul Abadie fils, il débute les travaux, puis 3 ans après, il détruit le logis qui se trouve entre les deux tours. Ça le gênait un petit peu dans son plan. Alors, faut en parler de Paul Abadie parce qu'il est intervenu beaucoup dans cette ville d'Angoulême. Il fait partie de cette génération très différente de celle d'aujourd'hui où quand on fait une restauration, on peut presque tout se permettre. On avait une vision un peu radicale de la restauration, effectivement, au XIXe siècle. Et là, en fait, quand il restaure le château pour en faire un hôtel de ville, il garde ce qu'il souhaite conserver, c'est-à-dire les éléments emblématiques du pouvoir. Il n'hésite pas d'ailleurs à mettre son propre portrait en pierre. Oui, voilà, il se permet des petites fantaisies comme ça. Et là, je regardais, il y a carrément des éléments du Moyen-Âge, au milieu d'une architecture plus classique. Les fameuses gargouilles. Abadie fils, c'est l'éclectisme. Il va utiliser plusieurs répertoires architecturaux, la Renaissance, le classique, le Moyen-Âge. Le beffroi, on a quand même un beffroi ici dans une ville du sud-ouest. Le beffroi, ça montre la puissance communale. C'est sous le bureau du maire d'Angoulême. Tout est bien, c'est une architecture éclectique, mais rationaliste également. Et il faut préciser qu'il est connu internationalement pour un monument qui n'est pas ici, mais très réputé. C'est le concepteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc c'est quand même un architecte de premier plan du 19e siècle.
Bon, tu m'emmènes en balade dans la ville? Allez, on y Allez, va. je te suis. Il n'est pas aisé de s'en rendre compte, mais en fait, nous sommes là dans le quartier historique, le centre-ville du Moyen-Âge. On est vraiment dans le cœur historique, à proximité d'un monument emblématique du Moyen-Âge, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Et tout autour, effectivement, on a ces quartiers qui s'organisent, le long, donc parsemé de petites rues très étroites et très tortueuses, qui fait vraiment la particularité d'un parcellaire médiéval. Alors, visuellement, en revanche, là, on n'est pas dans le Moyen-Âge au niveau du bâti. Ben non, en fait, la ville, elle a évolué. Donc, ce qu'il en reste actuellement, c'est essentiellement des bâtiments du XVIIIe et du XIXe siècle. Le goût pour le patrimoine ancien, les bâtiments, c'est en fait un phénomène assez récent. Oui, tout à fait. Avant, on n'hésite pas à faire table rase. Hein. La période gallo-romaine, la période médiévale, on détruit et puis on remplace. Vraiment, il faut attendre après la Révolution, après toute cette période de vandalisme qui accompagne cette période-là, pour qu'on se rende compte qu'on est en train de détruire un patrimoine et qui fait l'identité finalement du territoire. C'est la création aussi du Bureau des monuments historiques avec Prosper Mérimée. Et c'est là qu'on commence à mettre en place un système de protection des monuments historiques, tu sais, avec le fameux classement, inscription, etc. Où m'emmènes-tu maintenant? Alors, je vais justement te proposer d'aller près du fleuve, dans la vallée de la Charente. Et là, tu vas voir que les faubourgs se sont étalés. Là, ici, la progression autour des remparts, c'est difficile. Mais quand on est libéré de ces remparts, on peut aller beaucoup plus loin. L'organisation de la ville a parfaitement été décrite par Balzac dans Illusions perdues. En haut, la noblesse et le pouvoir. En bas, le commerce et l'argent. Deux siècles plus tard, les activités industrielles ont totalement disparu. Il a donc fallu écrire un nouveau chapitre le long du fleuve. Alors là, Eric, je t'ai emmené au cœur de la vallée de l'Image. On est ici au musée de la bande dessinée, mais qui n'a pas toujours eu cette vocation, tu t'en doutes. En fait, à l'origine, on est ici dans un ancien chai d'eau-de-vie qui a été bâti en 1856 et qui est en lien, bien sûr, avec le fleuve Charente, qui permettait de transporter ces eaux de vie vers l'Europe du Nord. Et puis, au début du XXe siècle, ce chai a été reconverti en usine de feutre. Feutre à papeterie, donc toutes les industries papetières et les industries connexes étaient ici implantées dans ce quartier jusqu'au déclin de la papeterie dans la seconde moitié du XXe siècle et la nécessité de se réinventer. Alors, comment a eu lieu cette réinvention? Eh bien, écoute, en fait, on avait des friches industrielles, inoccupées bien sûr, avec quand même un potentiel architectural majeur. Et donc, on a décidé de faire le lien avec le Festival de la bande dessinée, qui, dans les années 70, est lancé. Et donc, cet ancien chai d'eau-de-vie, ancienne usine de feutre, est devenu le musée de la bande dessinée. En 2009. Alors, le premier jalon, il a été planté de l'autre côté de la vallée avec un bâtiment qui lui aussi est emblématique, qu'on ne rate pas quand on vient ici. Emblématique, c'est le premier jalon de l'architecture contemporaine à Angoulême, c'est le fameux vaisseau Moebius qui est l'œuvre de Roland Castro. Donc avec cette magnifique verrière incurvée qui reflète la vallée de la Charente. Alors, et l'aventure continue, parce que je crois qu'il y a un lieu que tu aimes particulièrement, qui a été terminé récemment. Oui, c'est la médiathèque L'Alpha. C'est vraiment un bâtiment culturel majeur qui là aussi porte un nouveau jalon culturel dans ce quartier qui est un quartier aussi lié au fleuve, au commerce, à l'industrie et qui fait très bien le lien entre la gare et puis le fleuve maintenant grâce à aussi une autre passerelle. Tu vois, on a beaucoup de ponts. Et alors comment t'expliques qu'Angoulême a cette capacité à se réinventer quasiment à chaque grande période de l'histoire? Écoute, je sais pas, on est une terre de passage, on a le fleuve aussi qui nous ouvre avec l'extérieur et puis on est aussi une terre de créativité avec le papier, la BD, l'image, la pierre aussi qui depuis tout temps nous porte et je pense qu'on est une cité créative tout simplement. Prendre la direction du château de la Rochefoucauld, c'est partir pour un voyage dans le temps.
avec, comme fil rouge, l'une des plus anciennes familles de la noblesse française, qui a marqué la région, mais surtout l'histoire de France. En parcourant l'arbre généalogique des La Rochefoucauld, on trouve des conseillers du roi, des ministres, des cardinaux, des écrivains, mais aussi des serviteurs de l'Empire et de la République, militaires, ambassadeurs, députés, résistants. Bonjour Michel. Bonjour Éric. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je viens dans ce château et je suis très impressionné. C'est un peu l'objectif, un château, c'est un message qu'on envoie aux visiteurs. Alors c'est un message effectivement que nous envoyons aux visiteurs avec, vous voyez, ces différentes architectures. Au départ, eh bien, c'était un camp en bois qui a brûlé et ça va être Foucauld qui va construire le premier donjon. Et là, on est à quelle époque ? 11e siècle, à peu près 1030. Ce donjon va se rehausser au 15e siècle. Le donjon étant le symbole d'une ancienne aristocratie, eh bien, le donjon doit être au-dessus des tours. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ce château n'a pas changé de main depuis donc 1000 ans. Ce château, effectivement, va se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours. Il y aura bien sûr la Révolution française, le château sera réquisitionné par l'État, racheté par François XII de La Rochefoucauld, qui va donc reprendre possession de son bien et puis perdurer jusqu'à nos jours. En 10 siècles, la famille de La Rochefoucauld a eu le temps d'agrandir et d'embellir le château. C'est à la Renaissance, au XVIe siècle, que la bâtisse connaît ses modifications les plus importantes, délaissant sa vocation militaire pour devenir une résidence plus conforme au goût de l'époque. Comme en témoignent les magnifiques galeries sculptées avec de riches décorations, des portiques arcades où l'influence italienne s'exprime avec magnificence. J'admire cet escalier avec ce noyau central torsadé. Et bien sûr, je pense à Blois, à Chambord, à ces châteaux de François Ier où l'on trouve également des escaliers d'apparat, comme on les dénomme. C'est un escalier hélicoïdal, bien sûr, sans palier. Vous avez ce pilier central sur lequel s'égrènent 108 marches, sans discontinuer. Et ça, c'est vraiment la particularité de La Rochefoucauld. Et en plus, c'est un escalier qui est dans un carré et non pas dans une tour ronde. Alors, je faisais référence à François Ier, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a un lien très fort avec votre famille. Il faut savoir que François Ier de La Rochefoucauld va être le parrain du futur petit comte d'Angoulême. Il va lui donner son prénom de François. Eh bien, ce François d'Angoulême va devenir le roi François Ier. Cet escalier, il est, comme la galerie d'ailleurs, richement sculpté. Et j'imagine que certaines disent des messages de ces sculptures. Oui, alors vous avez effectivement la salamandre de François Ier. Vous savez, la salamandre renaît de ses cendres. Vous avez aussi le pélican. Le pélican, c'est un symbole chrétien. Le pélican se perce le cœur pour donner son sang. Donc, c'est le Christ qui donne son sang à l'humanité. Ce château qui est ouvert à la visite a une autre particularité, c'est d'être meublé. S'il y avait 3 ou 4 salles à choisir, ce seraient lesquelles à votre goût ? Alors, en premier, je choisirais la chapelle, qui a été restaurée au XIXe siècle. Après, je dirais le petit boudoir ravissant du XVIe siècle. Ensuite, vous avez les cuisines monumentales avec des cheminées qui se font face. Et je dirais aussi ma préférence, eh bien, ce sont les bibliothèques. Vous allez voir, il y a des trésors, et notamment ces fameuses encyclopédies de Diderot et d'Alembert. Exceptionnellement, Michel m'a autorisé à venir dans ce petit salon de lecture auquel le public n'a généralement pas accès, car on trouve ici un chef-d'œuvre, une pièce exceptionnelle, les 28 volumes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est un ouvrage marquant le siècle des Lumières où l'on trouve bien évidemment des écrits, des définitions, mais également de nombreuses planches illustrées comme celle-ci
consacrées à la marine. Certaines même se déroulent, s'ouvrent, forme de radoub de l'arsenal de Rochefort. Alors il faut savoir que l'idée même de diffuser du savoir était révolutionnaire à l'époque, au point que le roi puis l'Église vont interdire la vente de l'encyclopédie. Précision importante, il s'agit de l'édition originale de 1772. Il n'y a eu que 4225 exemplaires imprimés à cette époque. Pour quelqu'un comme moi, passionné d'histoire et de patrimoine, feuilleter cette édition originale est source d'une intense émotion. Vous m'avez demandé, Michel, de vous rejoindre dans cette salle au volume assez étonnant et qui porte un nom intriguant. Le trésor des chartes. C'est quoi une charte? Une charte, en fait, c'est un document officiel avant la Révolution française, donc ancien régime. Et là, vous avez donc un censé. C'est un acte de propriété, c'est ça? Ce sont des actes de propriété, tout à fait. De quelle époque date ce document? L'année 1778. Au total, combien de documents ici et quelle richesse, entre guillemets, ça représente? Alors ici, il y a à peu près 9000 archives, oui, qui datent, la plus ancienne doit être du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Que des archives liées à la famille? Que des archives liées à la famille. Et là, on voit les poinçons officiels, hein, donc bien évidemment, des écrits qui valent loi, entre guillemets. Tout à fait. Ah, j'ai vu que vous aviez préparé, là, à côté, un autre document. Alors, de un quoi document s'agit-il? tout à fait exceptionnel. Regardez. Diamant de la couronne. Employé au service de la personne de Sa Majesté, remis à la garde-robe entre les mains de Monseigneur le duc de Liancourt. C'est écrit, en fait, que ressent-il? Alors, Je vois diamant rose, ça m'évoque eh bien, des bijoux. Ce sont les bijoux de Marie-Antoinette et Louis XVI. Donc, il était chargé, en tant que grand maître de la garde-robe, eh bien, de dresser l'inventaire des bijoux de la couronne. Toison d'or en diamant, en pierre de couleur. Un très grand diamant brillant bleu, ayant beaucoup de dessous. Alors, celui-là, il est tout à fait exceptionnel. Sa valeur va être estimée à 1 million de livres. Cet ancêtre, François XII, il est l'auteur d'une réplique, je crois que tous les écoliers de France ont entendu dans un cours de l'histoire de France. Quelle est cette anecdote? Au moment de la Révolution française, le 14 juillet 1789, en tant que grand maître de la garde-robe de Louis XVI, eh bien, il va être missionné pour aller à Versailles et informer le roi de la prise de la Bastille. Qui, le roi, lui dit « Mais c'est une révolte ». « Non, sire », lui répond La Rochefoucauld-Liancourt, « c'est une révolution ». Vous avez le titre de duchesse. Comment on vit cela aujourd'hui? Est-ce qu'on le vit avec modernité? On le vit avec modernité et beaucoup de naturel. Quand vous venez ici au château de La Rochefoucauld, il y a quelque chose de particulier pour vous et j'imagine pour tous les membres de votre famille. Oui, c'est un lieu hors du commun. C'est un lieu historique, car plusieurs rois de France sont venus ici. Un immense merci, Michel, Madame la Duchesse, de nous avoir accueillis dans ce château où non seulement on voit l'histoire de votre famille, mais également, comme vous l'avez souligné, l'histoire de France. Un grand merci. Merci. Retour à Angoulême, où Laetitia m'a demandé de la retrouver à la cathédrale Saint-Pierre. Alors Eric, s'il y a un monument historique incontournable à voir à Angoulême, c'est la cathédrale Saint-Pierre. Tu es ici dans le lieu vraiment emblématique du pouvoir. 4 cathédrales se sont succédées ici au même endroit, à l'entrée même de la ville sur le plateau. Donc la cathédrale maintenant qu'on a sous nos yeux, c'est une cathédrale du XIIe siècle, ce qui est assez exceptionnel en France. La plupart des cathédrales datent de l'époque gothique et la pièce maîtresse, c'est la façade. C'est incroyable, hein, parce que quand on la regarde, on a l'impression qu'il y a une page blanche
de pierre qui a été utilisé par les artistes pour raconter, les choses, l'image, presque une bande dessinée de la Bible. Mais tu as tout à fait raison, la structuration même de cette façade, elle est dans des petits cadres comme une bande dessinée. Donc tu as le thème de l'évangélisation, l'ascension et le jugement dernier, la parousie, le retour du Christ. Alors Eric, je voulais t'emmener dans un lieu unique, une œuvre d'art unique en France, un trésor de cathédrale qui a été scénographié par un artiste d'art contemporain, une très grande signature, Jean-Michel Otoniel. On est dans la première salle, où tu vois déjà une scénographie particulière, mais il va y avoir vraiment une montée en puissance, donc je vais te proposer de monter dans les autres salles. Tu es prêt ? Je t'en prie, je te suis. Tu as utilisé le terme trésor, c'est un mot fort. De quoi s'agit-il exactement ? Un trésor, en fait, dans une cathédrale, c'est le lieu où on renferme toute la collection d'objets liturgiques. Et ici, dans cette salle, tu as des pièces qui sont utilisées, des objets, des vases sacrés qui sont utilisés par le prêtre lors de la célébration de la messe et par l'évêque. Mais je crois que tu n'as pas tout vu. On va aller dans la salle dite du merveilleux. Je dois t'avouer, Laetitia, que j'ai presque du mal à trouver les mots. C'est une explosion d'or, de couleurs, une œuvre totale. Oui, c'est une œuvre immersive. C'est comme ça que la qualifie Jean-Michel Otoniel. Et ici, ce qu'il a joué, c'est sur l'accumulation des objets. Tu vois, qui vient résonner avec le terme de trésor, le mot de trésor. Et puis ces couleurs aussi. Le bleu qui est en référence au bleu du manteau de la Vierge, l'or en référence au ciel, et puis la lumière naturelle qui vient en fait traverser les vitraux. On a une multitude de verrières ici. La plus importante, c'est celle-ci. Elle est composée de 10 000 pièces de verre, ce qui est quand même remarquable. Au niveau de l'assemblage, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui décline 9 nuances de bleu, avec ici les petites inclusions dorées que l'on trouve au centre de ce vitrail. Il fait appel, Jean-Michel Otoniel, aux artistes renommés. Et ici, il s'est entouré des plus grands, des maîtres verriers, de maîtres aussi tapissiers qui ont réalisé ces dominos de papier peint qu'on retrouve sur les murs, les perles de verre, qui sont des perles qui ont été soufflées à Venise, c'est du verre de Murano. Il y a 1523 perles de verre. Donc c'est effectivement une accumulation. Et tout ce que l'on retrouve ici dans l'ensemble de cette scénographie, on le retrouve sur les murs, sur le sol. On est nous-mêmes comme à l'intérieur d'un véritable reliquaire. On pourrait presque parler d'étourdissement, certains diraient mystique, mais ça a vraiment un impact sur le visiteur. C'est tout à fait ça, et c'est vraiment ce qu'a voulu retrouver Jean-Michel Otoniel. Lui, il est intéressé par cette ferveur populaire du milieu du 19e siècle, où là, il y a un regain d'intérêt pour la foi, et il y a effectivement des processions, tout un tas de manifestations effectivement mystiques, avec une profusion d'objets qui sont là pour marquer les esprits. Personnellement, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cet endroit, dans cette salle ? J'ai une petite prédilection pour cette vitrine. Je te rejoins. Cette vitrine aux encensoirs, il y a une légèreté, il y a quelque chose de très aérien, une transparence, une profondeur. C'est ma pièce préférée. Et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que tu aimes aussi cette œuvre parce qu'elle correspond bien à la vision que tu as du patrimoine, avec ce dialogue passé, présent et donc futur. Pour moi, c'est le mariage réussi entre le patrimoine, donc le passé, et l'art contemporain. Et je pense qu'on a ici un mariage réussi, effectivement. Oui, c'est ma vision, tu l'as bien résumé. Je ne pouvais terminer cette émission sans faire un détour par les fameux murs peints d'Angoulême qui célèbrent les auteurs de bandes dessinées. On en compte aujourd'hui plus d'une trentaine à travers toute la ville.
Parmi ces fresques, j'aime particulièrement celle-ci, La fille du rempart, parce que je trouve que son créateur, l'artiste Max Cabane, a subtilement su jouer avec l'environnement, la rambarde, la fenêtre, pour nous inviter à suivre le regard de cette jeune fille, à dialoguer un peu avec elle. Angoulême est considérée à juste titre comme la capitale du 9e art. Ses peintures célèbrent cette union, mais plus encore, en mettant de la couleur dans la ville, quelques bulles de joie, elle lui offre une certaine modernité.